Bonjour, chers élèves. D'abord, excusez-moi pour la piètre qualité de cette vidéo. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo, et encore moins sur Internet. Voilà, mais bon, je m'étais engagé à vous proposer des cours filmés, donc voilà, je me lance. Euh, donc aujourd'hui, je vous propose de travailler la notion de travail. Euh, voilà, c'est bien dit comme ça, puisque justement on va travailler cette notion de travail qui est au programme en terminale lettres, en terminale ES. Donc c'est un cours qui est destiné aux deux terminales, enfin trois, hein, les deux terminales ES et la terminale L. Alors je vous ai transmis un cours rédigé. Maintenant, évidemment, comme me l'a dit une élève de terminale L, ça ne vaut pas un cours oral, hein, puisqu'il faut quand même donner quelques explications, sinon le professeur ne servirait à rien. Alors, ce qui est un peu drôle, enfin drôle, c'est qu'aujourd'hui, on est dimanche, hein, dimanche 29 mars, et vous savez peut-être que le dimanche, eh ben, dans la tradition chrétienne, c'est le jour du Seigneur et c'est un jour chômé, hein, on est censé ne pas travailler le dimanche. Bon, ben voilà, puisque nous sommes dans une situation totalement bouleversée, donc, eh ben on va travailler le dimanche. En tout cas, moi, je vais travailler le dimanche. Alors pourquoi? Commençons par cette idée du jour chômé du dimanche. Pourquoi il y a ce jour? Alors, bien sûr, vous savez sans doute que cela a une origine religieuse. Vous savez, dans la Bible, dans le premier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, Genèse, il y a cette histoire qui nous est contée, c'est un mythe, hein, que le monde a été créé, aurait été créé, utilisons le conditionnel, c'est un mythe, aurait été créé en 6 jours, et le septième jour, Dieu se serait reposé de tout cet effort de création pendant les 6 jours précédents. Donc le septième jour, c'est le jour du repos après le travail, le travail de création du monde qui a duré 6 jours. Alors évidemment, bon, c'est une notion qui est commune aux trois grandes religions monothéistes. Alors chez les Juifs, bien sûr, hein, puisqu'ils sont à l'origine de l'Ancien Testament, hein, dans la tradition juive, c'est le fameux Shabbat. Hein, le Shabbat, c'est-à-dire, ça équivaut à notre samedi. Vous savez que les juifs, à partir de vendredi soir, enfin les juifs pratiquants, hein, à partir de vendredi soir, ne doivent plus travailler, hein. Et le lendemain, évidemment, samedi encore plus, ils ne doivent pas travailler, ils doivent se consacrer plutôt à la prière, à la méditation, mais ils ne doivent en aucun cas travailler. Chez les chrétiens, ben, sans doute pour se différencier des juifs, c'est devenu le dimanche. Et chez les musulmans, c'est le vendredi, qui est le jour de la semaine où les musulmans sont censés ne pas travailler et aller à la mosquée l'après-midi pour la grande prière du vendredi, etc. etc. Le- le- les chrétiens vont dimanche matin à la messe et les juifs vont à la synagogue le samedi. Parfois, je fais cette petite blague à mes élèves. Je leur dis, ben, finalement, ça pourrait être sympa d'être à la fois juif, chrétien et musulman. Comme ça, on pourrait avoir 3 jours de congé dans la semaine. Ce serait sympa. Bon, blague à part, voilà. Donc, vous voyez déjà dans la structuration de notre temps de travail, il y a un mythe, il y a du religieux. Alors c'est pas anodin, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, la religion, en l'occurrence donc la Bible, l'Ancien Testament, ont quelque chose à nous dire sur le travail. Mais d'abord, vous avez vu dans le cours que je vous ai distribué, je posais la question pourquoi travaillons-nous? C'est une question un peu provocatrice, et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'aborder une notion
de cette manière, parce que après tout, finalement, la question se pose, la question du sens, finalement, la question du sens et de la finalité du travail. Euh, Bien sûr, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est que nous travaillons pour avoir un salaire, hein, pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre tout simplement, se nourrir, payer son loyer ou son crédit, ses factures, etc., etc. Et évidemment, si le travail se résumait à gagner de l'argent, on n'irait pas bien loin dans la réflexion et dans le sens du travail. Évidemment, le travail a d'autres finalités que le simple salaire. Il ne faut pas négliger certes le salaire, mais évidemment, il y a la question de la fonction qu'on peut occuper, de l'utilité sociale du travail que l'on peut faire. Voilà, donc il y a de la téléologie derrière cette notion de travail. Je vous rappelle que téléologie en philosophie, il ne faut pas confondre avec théologie, hein, qui est la science de Dieu, la science du divin. La téléologie, ça vient de la racine grecque télos, qui signifie finalité, logie, science, hein. Donc il s'agit de s'intéresser, de se questionner sur la finalité du travail. Et puis alors, comme je le dis dans le cours que je vous ai distribué, le gros problème qui se pose avec la notion du travail, c'est qu'on est face à un paradoxe. Alors là, elle est là notre problématique par rapport à cette question. D'un côté, le travail a quelque chose d'aliénant, c'est je dirais l'acception ou la signification négative de la notion de travail. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, l'étymologie latine du mot travail, ça vient de tripalium. À l'origine, c'était un instrument pour ferrer les chevaux, et puis au Moyen-Âge, c'est devenu carrément un instrument de torture, hein, le tripalium. Et le mot travail vient de là, vient d'un mot qui signifiait instrument de torture. Donc, vous voyez, il y a ce sens, cette connotation très péjorative. Le travail, c'est douloureux, le travail demande de la peine, demande de l'effort. Rappelez-vous le cours sur l'inconscient, sur Freud, vous savez, principe de plaisir, principe de réalité, hein, principe de plaisir versus principe de réalité. Bon, le travail fait appel au principe de réalité. Rappelez-vous la fable des 3 petits cochons, hein, celui qui construit sa maison en pierre, la maison la plus solide, eh bien, celle qui va résister au loup, eh bien, c'est la maison qui est le fruit d'un travail, donc d'une peine, tandis que les 2 autres petits cochons qui ont moins travaillé, qui ont plus obéi au principe de plaisir, eh bien, ceux-là vont être poursuivis par le loup, parce que leur travail n'aura pas été suffisant. Donc, vous voyez, le travail est associé à de la peine, à une forme de souffrance, hein. Je vous parlais de la Bible tout à l'heure, donc on peut y venir maintenant. Dans la Bible, le travail est présenté comme une malédiction. Hein, le mythe d'Adam et Ève, du péché originel, une fois qu'Adam et Ève ont croqué dans le fruit défendu, enfin, ont goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Dieu les maudit. Il y a 2 malédictions, l'une pour l'homme, l'autre pour la femme. La première pour l'homme est la suivante, hein, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ou de ton visage, selon les traductions. Donc tu travailleras. Hein. Au paradis, avant le péché originel, tu n'avais pas à travailler. Tout était, j'allais dire, en libre service. Hein. L'homme n'avait pas à fournir d'efforts pour être nourri et logé, si je puis dire, au paradis. Et après le péché originel, l'homme doit fournir l'effort du travail. Il doit peiner pour gagner son pain. Et puis la deuxième malédiction concerne la femme. Tu enfanteras dans la douleur.
Là aussi, il y a la notion de douleur. Et on parle bien dans les maternités de salles de travail, hein. Les femmes, les parturiantes qui vont accoucher sont installées dans des salles de travail. Et l'accouchement est perçu médicalement, hein, comme un travail douloureux, hein, sauf si la femme bénéficie d'une péridurale, et encore quand ça marche. Voilà, donc vous voyez, dans la Bible, la notion de travail est présentée comme une malédiction. Après, on le verra un peu plus loin, le travail dans la tradition chrétienne, et particulièrement dans la tradition protestante, va être plutôt perçu de manière positive, au sens où travailler, c'est contribuer à la création divine, euh, donc contribuer à l'œuvre divine. Et en ce sens-là, c'est une grâce. Le travail, le travailleur bénéficie d'une grâce divine, hein, celui qui n'est pas feignant, hein, qui travaille, qui fait fructifier la création divine. Tandis que le feignant, c'est l'un d'ailleurs la paresse est l'un des péchés capitaux, hein, dans la tradition chrétienne. Et bien le feignant, le paresseux, fait partie plutôt des hommes maudits qui sont inutiles à la création. Il y a des paraboles dans le Nouveau Testament, je pense particulièrement à la parabole des talents, où il nous est dit qu'il s'agit de faire fructifier des pièces, les talents à l'époque étant une monnaie d'échange, et donc faire fructifier les talents, c'est faire fructifier la création divine. Donc il y a l'idée de fournir un effort et de ne pas rester passif, car la passivité est contraire à la volonté divine. Voilà. Donc vous voyez, même du côté religieux, le travail est pris dans ce paradoxe, hein, malédiction d'un côté et grâce d'un autre, hein, co-création avec Dieu. Donc je vous ai proposé pour travailler ces problématiques quelques textes. J'ai le cours sous les yeux, mais avant, je voulais vous lire le petit extrait que je vous ai donné de Philo Magazine, très, très bien, d'ailleurs je vous le conseille, hein, en ce moment, si vous avez l'occasion de le lire. Philo Magazine, alors numéro 39 de mai 2010, je vous le cite: « Travailler fatigue, travailler déprime. Le travail est aujourd'hui une maladie très répandue, si l'on en croit les médecins du travail. Souffrance au travail. Et les sondages alarmants sur les taux de suicide liés au travail. Cette maladie est d'autant plus redoutable que son antidote, l'inactivité, a les pires effets secondaires: dépression, anxiété, troubles psychosomatiques, sentiment de nullité. Nous sommes face à une désolante symétrie. Certains souffrent de ne pas avoir d'emploi, les autres de travailler. » Et alors là, je trouve que, c'est pour ça que je vous ai donné cet extrait de Philo Magazine, on est aussi dans un paradoxe tout à fait contemporain. Effectivement, comme c'est bien dit dans cet extrait, ne pas travailler, être au chômage, peut être vécu comme une humiliation. On souffre du regard des autres sur notre situation, et puis ne serait-ce que pour aussi une raison trivialement économique, financière, hein. Quand on ne travaille pas, on n'a pas de salaire, hein, et les allocations chômage ne sont pas éternelles. Donc voilà, double humiliation, humiliation sociale, humiliation économique, financière. Donc voilà, ne pas travailler, c'est très mal vu et c'est très négatif. L'oisiveté est mère de tous les vices, nous dit un dicton populaire. Donc vous voyez, le chômage, c'est très mauvais, l'inactivité, c'est très mauvais. Et en même temps, beaucoup de gens qui ont un travail, donc qui ont un salaire, et même parfois, souvent même des fonctionnaires, des gens qui ont une sécurité de l'emploi, qui n'ont même pas l'angoisse de perdre leur emploi un jour, eh bien sont en souffrance.
Donc, travailler n'équivaut pas à être en bonne santé psychique. Le travail peut provoquer beaucoup de souffrance. Vous avez sans doute entendu parler de cette épidémie, excusez-moi d'employer ce terme aujourd'hui, cette épidémie de suicide chez Orange, ex-France Télécom, où des salariés, des cadres étaient en quelque sorte poussés au suicide, tellement il y avait une pression sur eux. Voilà, donc on ne compte pas le nombre d'arrêts maladie pour dépression dans le cadre du travail. Donc on est face à ce paradoxe, c'est que ne pas travailler cause de la souffrance, travailler cause aussi de la souffrance. Alors comment tirer au clair cette affaire? Eh bien, il faut se poser la question de ce paradoxe, cette ambivalence du travail, de cette manière. D'un côté, le travail peut être facteur ou vecteur d'aliénation. On va travailler cette notion d'aliénation. Vous avez vu un peu plus loin dans le cours que la notion d'aliénation a été beaucoup travaillée par Karl Marx. Voilà. Et elle est au cœur du marxisme, cette notion d'aliénation. Et puis d'un autre côté, le travail est facteur ou vecteur d'épanouissement, de réalisation, etc. Et donc il va falloir voir comment, évidemment, on peut sortir du travail aliénant pour aller vers un travail plutôt épanouissant. Voilà toute la question finalement que nous devons travailler ici. Alors évidemment, je suis bien obligé, en cette période bouleversée et bouleversante et très, très anxiogène que nous vivons, cette période de confinement, je suis bien obligé de vous parler du télétravail, puisque là, moi-même, je suis en train de faire du télétravail en me filmant. C'est la première fois de ma vie que je fais un truc pareil, parler à un ordinateur, alors qu'habituellement j'ai face à moi mes chers élèves. Donc voilà, beaucoup, des millions de gens en ce moment sur cette planète font du télétravail, parlent à leur ordinateur comme je suis en train de parler, ou parlent à des interlocuteurs connectés à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Mais en tout cas, il y a vraiment cette nouvelle façon de travailler. On travaille chez soi, face à son ordinateur. Bon, c'est très, très, très particulier. Je vous avoue que ça ne vaut absolument pas la relation vraie que je peux avoir avec mes élèves en situation de cours. Donc voilà, voilà. C'est une période très 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 étonnante, très particulière, qui appelle à réfléchir. Je vous ai invité dans un post-it que j'ai mis sur École Directe à relire un peu Pascal. Je pense qu'il y a un philosophe aujourd'hui qu'il faut relire absolument, absolument en urgence et méditer, c'est Blaise Pascal. Et tout ce que Pascal nous dit sur la misère de l'homme, sur notre condition, et puis sur aussi tous les passages sur le divertissement que nous avons déjà étudiés dans le cours sur le bonheur. Donc je vous invite aussi à associer à notre cours sur ce cours sur le travail les réflexions de Pascal. Voilà, alors bon, je vous ai parlé de Genèse, de l'Ancien Testament. C'était le texte 1 que je vous proposais dans le cours. Le texte 2, c'est Hannah Arendt. Alors c'est intéressant, Hannah Arendt, parce que bon, j'en ai parlé dans le cours sur l'art, que je n'ai pas eu le temps de finir, hélas, avec les terminales ES. J'espère que vous l'avez bien lu. Les L, nous avons fait le cours. Alors, Hannah Arendt, donc le texte que je vous propose est extrait de Conditions de l'homme moderne. Vous voyez que c'est très intéressant ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que, bon, elle parle de l'homme moderne, c'est l'homme du XXe siècle. C'est une grande, immense philosophe du XXe siècle, Hannah Arendt, et elle nous dit que l'homme du XXe siècle, enfin dans nos sociétés modernes en tout cas, le travail est réduit au gagne-pain. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, le travail comme garantissant un salaire.
Et tout ce qui ne relèverait pas du gagne-pain ne serait pas considéré comme du travail. Voilà la thèse d'Hannah Arendt, et du coup elle parle de l'artiste, et c'est intéressant parce que elle nous dit que finalement l'artiste n'est pas perçu comme un véritable travailleur, mais plutôt, son art est plutôt perçu comme un passe-temps, donc relevant plutôt du registre de l'oisiveté. Hein, c'est bien connu, hein, les artistes sont plutôt oisifs, ne sont pas très actifs, etc., etc. Je ne vais pas vous faire un développement sur les intermittents du spectacle, mais enfin on pourra en parler, vous savez, dans notre société consumériste, effectivement, et telle que l'a décrit Hannah Arendt, hein, qui considère que le travail c'est un gagne-pain essentiellement, et ben du coup les intermittents du spectacle qui doivent impérativement toucher des allocations chômage entre deux contrats pour survivre, eh bien, souvent sont mal perçus dans notre société, sont perçus un peu comme des parasites inutiles et pour lesquels on dépense de l'argent public inutilement. Et c'est pour moi cette perception des intermittents du spectacle est proprement scandaleuse, puisque voilà, toute la question se pose de savoir si une société peut être viable et digne de ce nom sans artistes, sans saltimbanques, sans toutes ces personnes qui font tout pour que notre réalité soit sublimée et plus belle qu'elle ne l'est. Moi j'ai envie de dire, particulièrement aujourd'hui, voilà, nous avons besoin plus que jamais des artistes en ce moment. Écouter de la musique en ce moment, lire de grands livres, hein, je vous conseille hein, de profiter de tout ce temps que vous avez pour lire des livres que vous n'aviez peut-être pas le loisir ou le temps de lire. Je vous avoue que ma table de chevet est pleine de livres que je me suis promis de lire pendant ce temps de confinement, parce que effectivement du coup on a plus de temps pour lire. Donc voilà, lire, écouter de la musique, etc. Voilà, donc c'est intéressant ce texte d'Hannah Arendt parce elle nous questionne, elle se questionne sur le travail. Finalement, doit-on réduire le travail à sa fonction économique, ou bien le travail est-ce bien autre chose? Et c'est là qu'il faut passer par la distinction qu'Hannah Arendt fait entre le travail et l'œuvre. Hein. Le travail qui a deux fonctions, hein, de produire des biens de consommation et des objets d'usage, hein, donc des choses périssables, hein, biens de consommation et objets d'usage. Et donc là, on est dans la définition économique du travail, et puis l'œuvre, la catégorie de l'œuvre dans laquelle se rangent les artistes. Et l'œuvre, bon, c'est pas forcément salarié, bien que, évidemment, il faut bien que les artistes vivent, mais tiens, je me souviens vous avez eu la chance de rencontrer Philippe Lançon tout récemment, c'est cet écrivain, journaliste, rescapé de Charlie Hebdo, et dans une conversation que nous avons eue après, il me disait que il ne fallait surtout pas qu'un écrivain écrive pour gagner de l'argent, parce que ce n'est pas une bonne raison pour écrire. Et j'ai trouvé ça très juste, très juste. Hein, on n'écrit pas, enfin en tout cas à mon sens, un écrivain digne de ce nom n'écrit pas pour gagner de l'argent, même si à un moment donné ça peut être une préoccupation, bien sûr, parce qu'il faut bien manger, il faut bien faire bouillir la marmite, mais ça ne doit pas être la première finalité de l'écriture. Hein, voilà. Donc voilà, c'est intéressant de passer par ce texte d'Hannah Arendt pour comprendre qu'il y a différentes façons de travailler et que le travail comme gagne-pain n'est pas forcément le travail le plus épanouissant. Voilà. Ensuite, alors il y a un texte voilà, dans la deuxième partie du cours qui s'intitule Un moyen d'accomplissement pour l'homme.
Je vous ai proposé un texte très connu de Karl Marx, extrait de son livre, de son œuvre majeure, hein, le Capital, 1867. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte, il y a une distinction, par exemple, entre le travail proprement humain et puis ce qu'on pourrait appeler, pourquoi pas, le travail des animaux. Il donne comme exemple l'araignée qui tisse sa toile, l'abeille qui confectionne, les abeilles qui confectionnent leurs ruches, etc. Et il dit la grande différence entre le travail animal et le travail humain, c'est que les animaux obéissent à leur instinct, tandis que l'homme obéit à des projets conscients, et que le travail est la réalisation de projets conscients. Donc la réalisation d'idées, la réalisation de concepts. Voilà. Alors ça c'est intéressant parce que du coup ça nous dit une chose du travail humain. Et là on est dans la fameuse distinction conceptuelle entre nature et culture. Hein. Le travail, vous avez constaté que cette notion se situe dans le chapitre consacré à la notion de culture. Le travail, on peut le dire comme ça, hein, le travail c'est la transformation de la nature. Hein. Travailler, c'est transformer la nature. Hein, un ébéniste, un menuisier, un maçon, un forgeron, pour prendre des métiers très, très archétypiques, hein, bien, il transforme la nature. Le technicien, par définition, l'homo faber, l'homme qui fabrique, transforme la nature. C'est l'une des fonctions premières du travail. Regardez l'homme de Cro-Magnon, l'homme de la préhistoire, quand il taille des silex, il transforme du minéral en outil. Hein, le minéral, la pierre devient un outil. Donc c'est vraiment les origines du travail. Travailler, c'est transformer la matière, c'est transformer la nature. Et puis il y a une double transformation dont parle Karl Marx dans ce texte, c'est que en transformant la nature, l'homme se transforme lui-même. Voyez. Et alors, on voit bien l'héritage hegelien de la philosophie de Karl Marx. Hein. Je vous rappelle que Marx a été le disciple de Hegel, et Hegel, dans Phénoménologie de l'esprit, nous propose la célèbre dialectique du maître et de l'esclave. Hein. Bon, je ne vais pas développer ici cette dialectique. Ce serait trop long, mais si vous voulez, il y a quand même cette idée que l'esclave finit par devenir le maître du maître, parce que précisément en travaillant pour le maître, il a transformé la nature pour produire par exemple des biens agricoles, etc. Il a transformé la nature pour nourrir le maître, et en transformant la nature, il s'est transformé lui-même. Il est devenu maître de lui-même. Alors que le maître, en s'endormant sur ses lauriers, en étant dans une passivité, en dépendant totalement du travail de l'esclave, n'a pas développé ses potentialités. D'accord ? Donc voilà, ça c'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, et on voit bien que Marx reprend cette idée dans le Capital, en nous disant que finalement, quand l'homme travaille, il transforme la nature à son idée. Hein, donc il impose à la nature ses idées, d'où la transformation de notre environnement. Regardez autour de vous, enfin, par votre fenêtre, voyez, et puis même chez vous. Là, mon ordinateur est posé sur une table qui est faite de bois. Le bois vient de la nature, donc c'est du bois qui a été manufacturé, qui a été transformé, etc., etc. Donc tout notre environnement humain, culturel donc, relève de la transformation de la nature. Donc, et l'homme, en transformant la nature, se transforme lui-même. Et donc, il devient lui-même. C'est ça qui est très intéressant. Finalement, le travail est un vecteur ou un facteur d'hominisation. C'est-à-dire qu'en travaillant, je m'humanise, je deviens humain. Alors qu'en ne travaillant pas, je me déshumanise. Hein, il y a cette idée très très intéressante. Mais Marx, alors j'avance dans le cours,
et j'arrive enfin à la notion d'aliénation. Marx s'est rendu compte au XIXe siècle que la société industrielle dans laquelle il vivait, la société capitaliste, émergente, qui s'est développée de manière exponentielle en Europe et même aux États-Unis, et un peu partout dans le monde après, cette société des manufactures, donc cette société capitaliste, dirigée par la classe bourgeoise, pour reprendre une expression de Karl Marx, eh bien, il s'est rendu compte, Karl Marx, que cette société proposait une forme de travail totalement aliénante. Le travail du prolétaire, tel qu'il est qualifié, donc les travailleurs salariés, exploités par la classe bourgeoise, eh bien, pratiquaient un travail aliénant, au sens où ce travail non seulement ne les aidait pas à se développer, à s'épanouir, mais plutôt les abrutissait et les fatiguait au point peut-être, enfin pas peut-être, certainement, de mourir précocement de fatigue, de maladie, parce qu'ils étaient bien trop exploités. Je pense aux mineurs, nous sommes dans le Nord, je pense aux mineurs qui mouraient plutôt relativement jeunes, parce qu'ils souffraient de maladies pulmonaires. Ils étaient surexploités, très, très mal payés. Et donc voilà, l'idée de Marx, c'est de dire que là, c'est scandaleux et ça ne va pas du tout. Ce qu'il appelait l'exploitation de l'homme par l'homme est un scandale pour l'humanité. Donc là, on est dans une conception du travail totalement aliénante. Non seulement le travail n'est pas un facteur d'épanouissement, mais c'est un facteur d'aliénation, d'abrutissement, de destruction de l'humanité. C'est un travail qui détruit notre propre humanité. Alors là, je vous invite à voir le magnifique film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, où on voit bien, il faut savoir que Charlie Chaplin était très sensible à l'idéologie communiste, et donc l'idéologie de Karl Marx. Et on voit bien dans ce film, quand on voit cette scène extraordinaire où Charlie Chaplin est pris, Charlot, c'est le personnage de Charlot, il est pris dans des engrenages d'une machine infernale, pour reprendre une expression de Cocteau, il est pris dans un engrenage infernal, une machine, alors je ne sais pas comment il a réussi à filmer cet exploit cinématographique, on voit Charlot qui passe comme ça dans les rouages, telle une crêpe, et parce qu'il n'arrivait pas à suivre la cadence du travail à la chaîne. Je vous ai mis un petit topo sur le Fordisme dans le cours, je vous invite à le lire, le taylorisme, cette théorie du travail à la chaîne, et on voit bien que Charlot n'arrive pas à suivre la cadence infernale du travail à la chaîne. Il doit visser des boulons là, avec des grosses clés, mais il n'y arrive pas, et puis à force de ne pas y arriver, il est pris dans l'engrenage, et on voit bien que cette image, elle est extrêmement forte, parce qu'elle nous montre voilà, exactement ce que Karl Marx appelle le travail aliénant, c'est-à-dire un travail qui écrabouille l'homme, et qui transforme l'homme en machine. C'est pour ça que cette image est puissante, puisque Charlot est pris dans une machine, dans le mouvement mécanique d'une machine, et donc l'homme devient machine. Et l'homme machine, eh bien, ce n'est plus l'homme véritablement humain. C'est l'homme déshumanisé, l'homme machine. Et le prolétaire, au sens de Karl Marx, est un homme déshumanisé. Et c'est ça le scandale. Et c'est pour ça que du coup, ça va donner ensuite le communisme, le manifeste du Parti communiste, coécrit avec Engels, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, la première phrase de ce texte, pour faire la révolution, c'est-à-dire pour renverser ce système injuste, scandaleux, qui est le système capitaliste, afin d'établir sur Terre une nouvelle façon de travailler, et donc une nouvelle façon de travailler qui permette l'épanouissement des hommes et non pas leur aliénation et leur destruction. Alors évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'idéologie communiste n'a pas vraiment bien fonctionné, et que voilà, il reste très peu de pays qui se disent communistes. Bon, on pense à la Corée du Nord. Bon, la Chine se dit communiste. Moi, je connais un peu la Chine. Vous savez, je vous en ai parlé souvent, que l'une de mes filles vit en Asie et a travaillé en Chine. Donc, je suis allé la voir là-bas. Je me suis bien rendu compte que ce pays n'était pas communiste, mais bien plutôt capitaliste. Donc voilà,
Ceci dit, alors c'est intéressant le cas de la Chine, parce que justement, je connais maintenant un peu ce pays. C'est un pays qui est devenu véritablement capitaliste, hein, faut pas avoir peur des mots. On est dans une économie de marché avec des gens extrêmement riches, des milliardaires, et puis une majorité de Chinois pauvres. Voilà, on est dans un système capitaliste classique, j'ai envie de dire, avec effectivement un État fort qui a le monopole de pas mal d'entreprises. Mais il y a quand même beaucoup de sociétés qui produisent qui créent du profit, tout simplement, comme dans un système capitaliste classique. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est dans une société en Chine où ben, les gens semblent accepter ce système d'un travail, j'allais dire d'un travail de fourmi, souvent aliénant, hein, travail à la chaîne, etc., pour produire de la richesse. Parce que alors là-bas, si vous voulez, on est dans une conception holiste ou holistique de la société. Alors c'est quoi le holisme? Le holisme, c'est considérer que ce qui compte, c'est le groupe, le collectif, et non pas les individus pris individuellement. C'est vraiment propre aux sociétés asiatiques. On est dans une conception holiste de la société. Et donc, bon, ben, travailler comme une fourmi pour la gloire et la richesse et la puissance de la nation, du pays, ça fait partie de l'éthique là-bas. Alors que chez nous, dans nos démocraties libérales, européennes, occidentales, on est dans une conception plutôt individualiste du travail, avec beaucoup de revendications individualistes, et le collectif est moins mis en avant et a moins de valeur dans nos sociétés. Voilà, donc, ceci dit, il s'agit en Chine comme chez nous d'un système capitaliste, et donc se pose encore aujourd'hui cette question, même si les droits des travailleurs ont évidemment beaucoup évolué, et heureusement, et sans doute grâce au travail, au militantisme de la gauche, hein, il faut pas le nier. Moi je dis toujours aux élèves, les congés payés en France, c'est pas un parti de droite qui a instauré les congés payés, c'est le Front populaire en 1936. Les droits des travailleurs, c'est pas les partis de droite qui ont fait progresser les droits des travailleurs, c'est plutôt les partis de gauche. Voilà, la SFIO en France, etc., etc. Donc, donc les droits des travailleurs ont progressé, mais il n'empêche que, particulièrement, j'attire votre attention sur ce qui se passe aujourd'hui, hein. Vous avez des syndicats qui considèrent que envoyer au travail coûte que coûte des gens qui vont être au contact d'un public pour continuer à faire tourner la machine économique, et ben c'est inhumain, puisque ça les expose au Covid-19, au coronavirus, et donc la critique qui est faite par ces syndicats, c'est de dire que finalement l'humain a moins de valeur que le profit économique, la continuité du système économique. Bon, la question est intéressante. Là, récemment, il y a une caissière de Carrefour âgée de 52 ans qui est décédée du coronavirus, parce qu'elle a été en contact sans doute avec des clients qui étaient porteurs du virus. Donc vous voyez, se pose aussi cette question de doit-on privilégier l'humain au détriment de l'économique, ou vice-versa? C'est une question actuelle. Et vous voyez, je me permets de l'intégrer à mon cours sur le travail. Voilà. Bon, alors ensuite, troisième partie du cours, comment échapper à l'aliénation au travail? Bon, bien sûr, je viens de vous parler de la solution radicale du communisme. Bon, évidemment, on sait aujourd'hui que ça n'a pas marché. Je vous ai proposé un texte de Nietzsche, alors très intéressant, texte de Nietzsche, où dans Aurore, Pensée sur les préjugés moraux, Nietzsche dit que, bon, voilà, le travail, alors on est au 19e siècle, c'est la même société que celle
que critique Karl Marx, le travail permet de gendarmer les individus. C'est-à-dire que quand les gens sont au travail, ils se tiennent à carreau et donc ils ne sont pas dangereux pour la société. Et donc c'est tout bénef, si je puis dire, pour les États, pour les gouvernements, puisque quand les gens sont au travail, ils ne font pas de bêtises et donc ils ne fomentent pas des révolutions, ils se tiennent à carreau. Donc le travail comme garantie d'une paix sociale, etc., etc. Bon, mais il y a une critique de Nietzsche derrière ce constat, c'est que, alors ça c'est une idée qui est propre à Nietzsche et qui est propre aussi à Kierkegaard, un philosophe danois dont je vous ai déjà parlé du 19e siècle, hein, contemporain de Nietzsche, et ces deux philosophes ont fait l'apologie de l'oisiveté. Et pour une raison, alors qu'on trouve aussi chez les Grecs, hein, chez Aristote par exemple, dans Métaphysique, Aristote nous dit finalement la pensée, la méditation, la philosophie, la réflexion, non seulement elle est gratuite, mais voilà, elle peut être vécue en un temps, en quelque sorte, d'oisiveté. C'est-à-dire que c'est pourquoi les esclaves ne peuvent pas philosopher, parce qu'eux, ils ont les mains dans le cambouis, si je puis dire. Hein. Ils transforment la nature, la matière, et donc ils n'ont pas le loisir, le temps pour réfléchir, pour philosopher. Alors que les hommes libres peuvent philosopher parce qu'ils ont du temps, ils ont le loisir de le faire. Eh bien, Nietzsche reprend cette idée au XIXe siècle, Kierkegaard également, en nous disant que finalement, le travail tel qu'il est pratiqué et présenté et proposé à l'époque moderne, on va dire au XIXe siècle, on est déjà dans la modernité, eh bien, a plutôt tendance à abrutir les gens, à les empêcher de réfléchir, de vivre leur propre subjectivité, puisqu'ils sont tellement pris par le travail, ils ont tellement le nez dans le guidon qu'ils n'ont pas la possibilité de faire le pas de côté qui leur permettrait de réfléchir, et pourquoi pas même de se révolter contre le système dans lequel ils sont intégrés. Voilà. Et pareil chez Kierkegaard, il y a l'idée que finalement, alors il distingue les plébéiens et les aristocrates en quelque sorte. Hein. Les plébéiens, la plèbe c'est le peuple. Hein. Ben voilà, eux ils travaillent, et puis finalement ils n'ont aucune créativité artistique, ils ne pensent pas, ils ne réfléchissent pas, ils sont bêtes comme leurs pieds. Et puis, les aristocrates, attention, aristocrates au sens étymologique, hein, Aristoi, c'est les meilleurs, donc c'est-à-dire des gens qui vont plutôt préconiser, privilégier la réflexion, l'art, la méditation, et tout cela dans l'oisiveté. Chez Kierkegaard, très clairement, il y a l'éloge de l'oisiveté. Voilà. Alors, moi j'ai envie de terminer ce cours filmé par cette balance. Hein. Moi je pense, alors si vous voulez mon avis, il faut trouver une synthèse, hein, évidemment, comme toujours, hein, comme pour la dissertation. Bien sûr qu'il faut travailler. De toute façon, voilà. Et puis les œufs que je mange, les légumes que je mange, les fruits que je mange, ils sont bien produits par des gens qui travaillent. Donc forcément, il faut que des gens travaillent. Le boulanger qui fait mon pain, etc. Bon, il faut du travail. De toute façon, il n'y a pas de société humaine sans travail, on est bien d'accord. Mais, le maître est très important. Si on focalise trop sur le travail, on risque de se couper d'une part de notre humanité qui est peut-être la part la plus essentielle. Celle dont parle Pascal, et je vais terminer évidemment avec Blaise Pascal, je vous en ai parlé en introduction, c'est-à-dire la pensée qui fait la grandeur de l'homme. Hein. Alors oui, travaillons, nous devons travailler, mais n'oublions pas de penser, de réfléchir, et peut-être que la pensée, particulièrement aujourd'hui, est le travail le plus important que nous ayons à mener. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine, à très vite.